Le bouffon de BX. Bonjour tout le monde, je suis Lucissime et aujourd'hui nous allons parler des chants et propos militants destinés à la police et leurs répercussions stratégiques. Pour ce faire, je vais poser quelques questions à un activiste de longue date, Monsieur le bouffon de BX. Mais avant de commencer, Monsieur Bouffon, il me semble que vous aviez 3 points à préciser. Oui. Quand on parle de ce sujet, il n'est pas du tout rare d'entendre « Oui, mais la police ne devrait pas exister, etc. » Mais en fait ici, c'est pas vraiment le sujet. La police, elle est là, elle existe, et les activistes doivent la prendre en compte quand ils élaborent leurs actions et leurs stratégies. Un second point, nous n'allons pas non plus parler du rapport physique entre manifestants et policiers, parce que les réflexions qui vont être proposées ici peuvent être utilisées dans les campagnes révolutionnaires violentes et non violentes. Et le troisième point, on ne va pas non plus parler de la légitimité des sentiments, mais uniquement de stratégie. Je m'explique rapidement. On sait que les forces de l'ordre servent à maintenir l'ordre établi. Donc que la désobéissance civile serve une bonne ou une mauvaise cause, ils doivent la réprimer. C'est donc assez facile de comprendre qu'ils peuvent réprimander, parfois même très violemment, des bonnes causes. Et il y a aussi des grosses bévues policières, donc, dans de nombreux contextes, la haine envers la police est tout à fait légitime. Et ceci ne sera pas du tout remis en question. Mais quand l'objectif qu'on veut atteindre est vraiment important, sauver plusieurs familles d'expulsion, sauver une forêt, etc., alors pour atteindre cet objectif, parfois il faut parvenir à réprimer ses sentiments personnels, même s'ils sont légitimes, pour ne pas perdre le contrôle et agir de manière parfois contre-productive. Donc, on ne va pas parler de la légitimité des émotions, car pour atteindre des vraies victoires collectives, il est parfois plus intéressant d'analyser froidement les avantages et désavantages qu'apportent les différents champs afin de pouvoir choisir la stratégie la plus efficace. Merci Monsieur Bouffon. S'il existe nombre de possibilités d'interaction avec la police, l'ignorer ou autre, ici, nous allons surtout comparer les avantages et désavantages des 2 grandes options majeures. Premièrement, utiliser les chants et les propos pour exprimer la haine envers l'instance policière. Deuxièmement, utiliser les chants et les propos pour conscientiser la police, plus toutes celles et ceux qui entendraient ces chants. Et pour ce faire, nous aurons besoin de 3 chapitres. Au chapitre 1, nous analyserons rapidement les stratégies et objectifs de la police et des militants, ce qui nous aidera pour la suite. Au chapitre 2, nous comparerons l'efficacité stratégique des chants sur le terrain au court et au long terme. Et enfin, au chapitre 3, nous évaluerons l'efficacité stratégique des chants sur les mentalités des non-activistes. Chapitre 1. Les stratégies et objectifs de la police et des militants. Commençons par la police. Qu'avez-vous à nous en dire, Monsieur Bouffon ? Alors déjà, il serait naïf de penser que les policiers n'accordent pas leur stratégie à leur objectif. Et l'objectif des forces de l'ordre, il est assez clair. Maintenir l'ordre actuel, qu'il soit légitime ou non, juste ou injuste, ils doivent empêcher la désobéissance quelle qu'elle soit. Et leur stratégie n'est pas dissimulée non plus. Utiliser la force. Matraque, autopompe, elles ne sont pas violents gratuitement. L'État les paye pour être violents, l'État les équipe pour être violents, l'État les entraîne. Car l'État sait que la violence a réellement un effet dissuasif sur une grande partie de la population. Nombreux sont celles et ceux qui n'osent pas participer à des actions de désobéissance civile par peur d'affronter des policiers armés. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Donc avant même que ça ait commencé, nombre de gens n'osent déjà pas venir. Mais aussi parce que quand la violence éclate, face à des gens pas entraînés, pas armés, la police gagne presque à coup sûr. Surtout que les activistes qui frapperaient des policiers seraient sûrement mis en prison, alors que la police, elle, est autorisée à frapper sans les moindres représailles. Ils ont le monopole de la violence. La force brute, c'est leur atout majeur. C'est presque en fait leur unique stratégie. Et en ce qui concerne les activistes ? Eh bien, l'objectif des activistes est également très clair. Changer les politiques, les grandes industries, bref, modifier le monde pour le rendre meilleur. Alors, si leurs stratégies sont variées, ça passe généralement par des actions symboliques ou des actions qui espèrent avoir un impact direct sur le monde. Et bon, qu'on le veuille ou non, même ce dernier type d'action, qui est un peu plus direct, a presque toujours une visée médiatique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont quasiment toutes pour objectif, même secondaire, de conscientiser à leur cause celles et ceux qui ne le sont pas encore, d'où la profusion de slogans, de chants et de pancartes. C'est comme si, inconsciemment, nous savions tous que, pour qu'il y ait des modifications et que les modifications apportées par les activistes soient pérennes, nous devons convaincre la population que notre vision d'avenir est réellement bénéfique, sans quoi l'ennemi pourrait renaître. Alors même s'il y a d'autres manières de lutter, convaincre et rallier à sa cause, ça reste vraiment une bataille décisive pour les activistes. Conscientiser ceux qui ne le sont pas encore. Si je comprends bien, l'important c'est de ne pas faire de l'entre-soi, mais de s'adresser plutôt au reste du monde. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Et vu sous cet angle, en fait, finalement, la police, qui est-elle ?
si ce n'est l'archétype de ceux qui ne sont pas encore conscientisés au noble combat des activistes. Et quand on le remarque, on comprend qu'à chaque action, finalement, une partie de notre public cible est juste devant nous. Alors, au lieu d'insulter son public, on peut lui expliquer via des chants et autres ce que nous espérons vraiment, mais de tout cœur que Yel comprenne. Et surtout, la police, c'est pas n'importe quel public. Bon, c'est certainement l'archétype du public le plus difficile à convaincre, mais c'est aussi le public le plus important à convaincre. Car en tant que bras armé du gouvernement, on sait que toutes les révolutions où la police s'est retournée contre son gouvernement, les activistes ont gagné bien plus facilement. Attendez, vous prétendez qu'on peut les changer ? Mais dans un sens, oui. Enfin, l'objectif des activistes est de changer les institutions problématiques. Si on part du postulat qu'on ne peut pas les changer, alors l'activisme est vain. On peut pas changer les politiques, on peut pas changer les grandes industries. Non. Espoir, stratégie et action. Et pour en revenir du coup à notre sujet, heureusement l'histoire nous montre que rallier les forces armées à sa cause, c'est loin d'être anecdotique. Lors de la révolution iranienne, par exemple en 1977-1979, le chef d'état-major, Abbas Garabaghi, estimait devant d'autres officiers que l'armée ne fonctionnait qu'à 55% de ses capacités. Et là, je vais le citer: nous devons rassembler nos unités et les envoyer dans des lieux où les manifestants ne pourront pas avoir de contact avec les soldats. Hier, ils sont venus mettre des fleurs au bout de nos canons. Le moral de nos soldats est en train de fondre. C'est sa citation. Et lors de la révolution, par exemple, contre le tyran Milosevic en Serbie, il y avait le mouvement Otpor qui entonnait régulièrement ce slogan: nous ne sommes pas en guerre contre la police. Quelqu'un met la police contre nous, c'est absurde. Il n'y a pas de raison que la police se batte contre l'avenir du pays. Et Zdrija Propovic, je connais pas très bien comment on prononce son nom, mais voilà, qui faisait partie de ce mouvement, il nous affirme dans son livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul, tout petit et sans armes », livre que je conseille vraiment, qu'à partir du moment où ils ont essayé de rallier les forces de l'ordre à leur cause, ça a clairement accéléré leur victoire, et ils ont quand même fait tomber le tyran et sont passés en démocratie. Aux Philippines également, des forces de l'ordre se sont ralliées aux révolutionnaires. On a aussi vu des tsars qui faisaient appel à des milices qui parlaient mandarin pour couper le dialogue entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et on pourrait sûrement encore en fait citer un nombre incroyable d'exemples à travers des campagnes violentes et non violentes où les civils en fait ont eu le courage d'essayer de rallier à leur cause les forces armées qui à la base étaient ennemies. C'est qu'ils ont décidé de croire en l'humain, d'aller chercher l'humain sous le casque, malgré parfois des contextes vraiment horribles, où ces policiers les tuaient, les emprisonnaient à vie ou encore torturaient leurs proches. Alors bon, dans un contexte un peu comme celui de la France, et surtout vraiment celui de la Belgique, où c'est quand même beaucoup plus tranquille, moi par exemple je suis quand même souvent en première ligne, alors bon, on se pousse, il y a du spray au poivre, il y a quelques coups de matraque, c'est vrai, parfois ça dérape, il y a des bévues policières, mais en comparaison au contexte que je viens d'évoquer, il faut savoir relativiser et remarquer que si les activistes des autres pays ont eu la force et le courage d'essayer cette méthode dans des situations bien plus critiques, je pense vraiment que nous devrions aussi pouvoir le faire. D'ailleurs, dans le livre que je conseille également et vraiment fortement, Why Civil Resistance Works, mon anglais est pas super, mais c'est une étude menée par 2 doctorantes sur 323 campagnes révolutionnaires, et elle montre que nombre de révolutions ont utilisé cette méthode, et selon elle, je les cite: les défections policières augmentent les chances de réussite d'une campagne de près de 60%. Alors vraiment, 60%, c'est quand même pas négligeable. Alors, juste avant de continuer, est-ce que vous voulez bien définir le terme défection ? Oui. En fait, ça veut dire l'abandon d'une cause, d'un parti. Donc les défections policières, c'est quand les policiers ne croient plus vraiment en ce qu'ils font ou en leur donneur d'ordre, et du coup font volontairement moins bien leur travail. Alors vous savez, pensez qu'absolument tous les policiers et policières seront à jamais insensibles à tous nos nobles combats, c'est vraiment se soumettre, selon moi, à un bien petit préjugé. Il faut pas non plus être condescendant. Ce sont des humains comme tout le monde. Et c'est dingue de devoir le dire. Vous dites que ce sont des humains, et que c'est dingue de devoir le dire parce que beaucoup de personnes les traitent de Robocop sans cœur ni cerveau, et finissent même par le penser. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Non, oui et non. On peut blaguer. Mais y croire vraiment, c'est plus dangereux. Parce que tous ceux qui lisent des ouvrages de stratégie comme, l'art de la guerre de Sun Tzu, ils connaissent l'importance d'étudier avec sérieux son ennemi. Regarder sa réelle nature pour déceler autant ses points forts que ses points faibles. Et comme Giuliano da Empoli nous partage sa réflexion dans son livre Le mage du Kremlin, face à des robots,
La révolution serait bien plus terrible et impensable. Un radar routier, par exemple, ne peut jamais se dérober à ses instructions. Vous avez 2 km/h de trop et vous avez l'amende. Un point, c'est tout. Alors qu'un policier peut vous dire « Allez, ça va pour cette fois ». C'est parce qu'ils sont humains qu'ils peuvent faire des entorses à la règle. C'est parce qu'ils sont humains qu'au cours de l'histoire, en fait, des forces armées ont pu se retourner contre leur gouvernement. Finalement, pour les autorités, le cœur, un peu l'empathie de leurs forces armées, c'est leur plus gros point faible. Et manquer d'attaquer le point faible de l'ennemi, ça serait quand même un énorme trou stratégique. Surtout que leur point faible, c'est un peu cette chose magnifique qu'ont les vivants de pouvoir s'émouvoir les uns les autres. Alors franchement, attaquons leur point faible. Et si les activistes veulent changer le monde, ça passe par changer les autres, donc les convaincre. Alors franchement, jouons notre rôle à fond. Et c'est un excellent point pour terminer ce chapitre. Si les activistes veulent changer le monde et donc les autres, il faut le faire à fond. Et c'est quand même bien bon de savoir qu'au cours de l'histoire, ça s'est déjà produit de nombreuses fois. Chapitre 2. Comparatif de l'efficacité stratégique des champs sur le long et le court terme. Avant de rentrer dans les détails stratégiques, Monsieur Bouffon, pourriez-vous nous dire pourquoi spontanément les manifestants ou activistes entonnent ces chants ? Parce que certains le font spontanément avant même de penser stratégie, il me semble. Oui, tout à fait. Tout le monde ne pense pas à la stratégie. Ces chants surviennent spontanément, comme vous dites, et dans un premier temps, je dirais que chanter, tous ensemble, c'est simplement convivial, mais ça permet aussi de nous exprimer et de faire groupe. Mais il est clair que les pulsions initiales sont déjà différentes entre ces deux types de chants, je pense. Je ne suis pas sûr de suivre. Pourriez-vous nous éclairer ? Ça vient pas des mêmes pulsions, enfin les chants anti-police viennent d'une haine, souvent légitime, envers l'instance policière. C'est un cri du cœur qui permet aussi de se défouler. Ils servent aussi, dans un sens, à pointer du doigt un problème. Maintenant, malheureusement, on a, je pense, une légère tendance à penser que pointer du doigt le ou les fautifs pourrait abolir le problème. Mais prenons un exemple. Ce n'est pas en répétant constamment à un cancre qu'il est un cancre que sa situation va s'améliorer dans la classe. Au contraire, une fois que les personnes problématiques sont pointées du doigt, une fois que c'est dit, que se passe-t-il ? Ils ne vont pas disparaître. Et puisque les gens ne disparaissent pas comme par enchantement, même si ça ne nous plaît pas, nous devons faire société avec eux. Et faire société, ça commence toujours par le dialogue. Et c'est là déjà la différence, selon moi, avec les chants sensibilisateurs. Je dirais qu'en fait, c'est un peu l'étape d'après. Les chants sensibilisateurs visent à expliquer ce que nous faisons, à expliquer aussi qui nous sommes. C'est donc déjà une forme de dialogue. Et ce sont aussi des cris du cœur, parce que quand on les entonne et qu'on est vraiment pour défendre cette cause, on le sort vraiment de soi, et c'est vraiment beau aussi. Bien, nous comprenons maintenant pourquoi ces chants jaillissent spontanément. Ce sont des cris du cœur, comme vous le citez si bien. Permettez-moi maintenant de rentrer plus dans les détails. Vous disiez que les chants permettent d'être ensemble, de faire corps. Mais dites-moi, la cohésion de groupe est-elle vraiment identique lorsque vous chantez des chants sensibilisateurs et des chants anti-police ? Je veux dire, faites-vous corps de la même manière ? Non, ça a des répercussions différentes sur les activistes et la police. Par exemple, si on commence avec les chants anti-police, de l'extérieur, on pourrait penser qu'ils solidarisent les activistes. Mais en vérité, tous ceux qui ont déjà été sur des blocages ou des manifs savent qu'il y a quand même toujours des activistes qui sont un peu mal à l'aise avec ces chants, qui sont voire réfractaires à ces chants. Et ça peut même parfois engendrer des disputes entre activistes. Donc les chants anti-police rassemblent quelques activistes, mais ça divise déjà le groupe, en réalité. Par contre, comme nous l'expliquent un peu Erika Jenwens et Marie J. Stéphane, face à une agression directe, le groupe visé a tendance à se serrer les coudes pour répondre à l'agression. Donc si ces chants divisent les activistes, ils auraient tendance à renforcer l'union entre les agents de police. Oui, ils se font insulter, donc ils se serrent les coudes pour répondre à l'agression. Et vous pensez vraiment que les chants de sensibilisation inversent cette tendance ? Les chants sensibilisateurs, théoriquement, ne divisent pas le groupe des activistes, puisque toutes celles et ceux qui sont venus sur le blocage ou la manif sont, normalement, venus défendre la cause en question. Ces chants créent réellement de la cohésion de groupe en rappelant l'importance du combat. Et dans un sens, ils regroupent tellement qu'ils peuvent toucher le cœur de certains policiers et policières et donc, dans un sens, commencer à désolidariser le camp des policiers, puisque certains auraient, peut-être même secrètement en fait, envie de nous rejoindre. Ok, donc selon vous, ça inverserait effectivement cette tendance. Très bien. Question suivante.
On sait que beaucoup de gens aimeraient rejoindre les groupes d'activistes, mais qu'ils ont peur de se faire arrêter ou d'avoir des problèmes judiciaires. Selon vous, les chants pourraient-ils avoir un réel impact sur le nombre d'arrestations ? Alors les chants de sensibilisation, ça va de soi, ne tendent pas vers une augmentation d'arrestations, puisqu'ils peuvent même adoucir la situation. On pourrait presque dire qu'ils les diminuent. Maintenant, parfois c'est inévitable. Les chants ne sont pas non plus miraculeux. Mais insulter un policier de front, par contre, ça l'incite vraiment à vouloir vous arrêter. Et il faut savoir que l'outrage à agent de police, c'est une infraction. Du coup, les insulter peut à sa seule constituer une incitation à l'arrestation, ce qui pénalise l'individu. Mais il y a beaucoup plus problématique encore, ça peut pénaliser aussi tout un groupe si les policiers décident d'arrêter l'individu et celles et ceux qui l'accompagnent. Ou encore, si le groupe a pour philosophie de payer les amendes collectivement. Et les amendes et autres problèmes juridiques sont des barrières qui peuvent vraiment ralentir et déforcer certains mouvements. Les éviter, c'est un avantage, c'est sûr et certain. Et puis on voit souvent sans carte d'identité sur les blocages, etc. Alors une personne blanche privilégiée, si elle se fait arrêter, elle va au cachot quelques heures et souvent ça s'arrête là, on va dire. Maintenant, on sait que les personnes racisées, sans carte d'identité, peuvent avoir peur qu'on les envoie dans des camps de réfugiés, limite qu'on les menace d'expulsion, et donc elles ont davantage l'obligation de donner leur identité. Et du coup, diminuer les risques d'arrestation, c'est aussi ouvrir ces modes d'action aux personnes qui risqueraient plus de mésaventures en cas d'arrestation. Nous savons que les blocages et les manifestations essayent aussi de jouer sur le temps. Selon vous, quels seraient les effets de ces chants à ce propos ? Oui, le temps c'est important et bien sûr, une fois encore, énerver la police en l'insultant, ça leur donne davantage envie de mettre un terme à notre action rapidement ou d'appeler des renforts pour y parvenir. Les chants de sensibilisation, eux, font davantage hésiter la police ou leur chef à nous rentrer directement dedans et de manière frontale. Leur parler calmement, prendre un peu le temps de leur expliquer, ça peut vraiment les mettre mal à l'aise. Ça peut en forcer certains à s'expliquer. Donc ça nous fait gagner du temps et parfois ça permet même de déboucher sur l'ouverture de négociations. Parce qu'un dialogue s'ouvre. Et ouvrir des négociations, c'est très important pour parfois faire relâcher ceux arrêtés, parfois s'adresser au maire ou à quelqu'un à qui on essaye de transmettre un message. Et là vraiment c'est mon expérience personnelle qui parle. Et vous trouverez d'office d'autres témoignages qui vont dans ce sens. Et alors, un point très important, peut-être celui qu'on attend le plus, c'est au sujet des violences policières. Pensez-vous que ça les augmenterait ou les diminuerait ? Oui, effectivement, et énerver la police avec des chants, ça ne la rend pas moins forte. Au contraire, ça les motive à frapper plus fort nos camarades et nous-mêmes, renforçant, comme on l'a vu, leur atout majeur. Et les violences policières, quand elles augmentent, la police ne risque rien. Ils y sont autorisés. Et en plus, ça augmente leur puissance de dissuasion sur un grand nombre de personnes. Les personnes âgées, les personnes à handicap, racisées. S'ils savent que ça risque d'être violent et qu'ils auront plus de problèmes, ils auront moins tendance à venir. Et puisque la police peut légalement être violent, les insulter ne fait que les pousser à utiliser leur atout majeur. Avec les chants de sensibilisation, les policiers, moins énervés, parfois même épris d'un certain remords ou d'un certain respect pour vous, frappent évidemment avec beaucoup moins de conviction. Et encore une fois, c'est mon expérience directe qui parle. Et je me mets souvent en première ligne pour les calmer, donc je le vois clairement. Et il est pas rare que j'en vois d'autres, de première ligne aussi, qui les ont insultés et qui sont frappés beaucoup plus fort que moi. Et du coup, souvent ils se font sortir avant les autres, ce qui nous déforce puisque nous perdons des activistes. Donc si on veut diminuer les violences policières, il est clair que les chants de sensibilisation sont bien plus efficaces. Attendez, à vous entendre, c'est presque la faute des activistes si la police est violente, c'est ça ? Ou non. Non, en fait, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on dépossède les activistes de leur pouvoir. Mais alors, bien sûr que non, les violences policières, c'est pas du tout leur faute. C'est la faute de ceux qui donnent les ordres et aussi des policiers qui les commettent. On peut pas rendre coupables les activistes qui sont en train de faire une bonne action de la violence policière. La police doit assumer ses actes. Mais vraiment, ne dépossédons pas les activistes de leur pouvoir, car ça reste un dialogue entre eux et la police, et comme tout interlocuteur, on peut tenter d'orienter l'autre, voire de lui ouvrir de nouvelles voies. Donc si les activistes décident de s'en donner les moyens, ils peuvent autant augmenter les violences policières que tenter de les diminuer, voire même de commencer à retourner la police contre ces donneurs d'ordre, et l'histoire, comme déjà dit, nous montre que plein de groupes y sont parvenus. On ne rend pas une brute moins violente en l'insultant, donc si on souhaite vraiment une police moins violente, il faut user de stratagèmes pour adoucir les policiers. C'est un pouvoir qu'on peut et qu'on doit, je pense, s'accaparer. Et ce pouvoir, ça les prend au dépourvu. Comment ça ?
on peut jouer sur la surprise. La police attend et veut qu'on l'affronte sur son domaine. Ça se voit à la tête de certains policiers quand ils arrivent. Ils veulent se battre. Là, on les prend par la surprise. On les a par là où ils n'ont pas vraiment de défense. Les toucher au cœur. Un peu, leur point faible. Et le gouvernement, comme déjà dit un petit peu, a sûrement bien plus peur de voir sa police commencer à soutenir les activistes plutôt que de les voir se battre contre eux, ce qu'ils attendent aussi. Ça, c'est certain. Bien, je me permets maintenant un petit résumé. Les chants anti-police, selon vous, ça défoule certaines personnes, ça pointe du doigt un problème, mais sur le terrain, la tactique n'est pas toujours efficace, et ce, pour ces différents points. Ça divise les rangs des activistes, ça solidarise les policiers entre eux, ça les incite à appeler des renforts, ça encourage la police à mettre un terme à l'action rapidement, ça augmente les risques d'arrestation et aussi le risque de violence policière. Arrêtez-moi si je me trompe. Cet ensemble de conséquences décuple le pouvoir dissuasif de la police, ce qui constitue un véritable frein de motivation pour la population désirant s'engager dans l'activisme. Cependant, des champs de sensibilisation peuvent donner l'envie de baisser les armes policières et réégalisent davantage le rapport de force. Et diminuer les arrestations policières ainsi que les violences policières, c'est permettre aux personnes à mobilité réduite, racisées, personnes âgées ou enfants de rejoindre ce mouvement. Tout est bon ? Oui, ça a l'air assez bien. Bien. Et pour clôturer ce chapitre, 2 questions sur l'impact de votre approche sur le long terme. La première, auriez-vous un mot à dire sur le changement que cela pourrait opérer sur la mentalité des policiers en eux-mêmes ? Eh bien, sur le long terme, et en fait, le long terme c'est quand même le plus important, après une 30aine d'actions, les chants de haine envers la police n'auront pas permis à la police de changer de mentalité. Ces chants n'auront fait qu'augmenter des haines et des rancœurs entre les manifestants et la police. Et je pense que c'est assez explicite. Au long terme, tactiquement parlant, je pense qu'il est vraiment difficile de trouver des répercussions vraiment avantageuses dues à l'utilisation de ces chants. Et si après une 30aine d'actions de chants de haine, les rancœurs n'ont fait qu'augmenter des 2 côtés, après 30 actions où nous nous serons concentrés pour leur expliquer nos nobles combats, comme nous le dit l'histoire et c'est déjà dit, il est fort probable que des policières non gradés ou parfois même haut gradés commencent à vouloir nous soutenir, même se mettent réellement à nous soutenir. Et c'est vraiment là que le changement commence. Mais maintenant, est-ce que vous pourriez plus nous expliquer via un exemple concret, un peu actuel, où ça s'est vraiment produit ? Oui, j'en ai par exemple un qui est assez personnel. Pour une action, j'ai modifié la pression du mannequin piece et il pissait hors de sa cage. Et du coup, en fait, pour avoir accès à la pression, j'ai dû casser un cadenas. J'étais probablement filmé la nuit. Et quand je suis arrivé au commissariat, moi comme toujours, j'étais super chill. Au début, c'était un peu énervé, mais je leur ai dit qu'on n'avait aucune raison d'être ennemis. Là, j'ai senti vraiment la pression descendre d'un cran. Et comme je dis, on a réussi à parler et tout ça. Ils m'ont expliqué que si ils me voyaient casser le cadenas, j'étais sûr d'avoir un casier judiciaire. Or, après avoir parlé longuement, après presque 1 heure, un policier est venu dire « Voilà, on a enfin accès aux caméras ». Et là, ils m'ont regardé. Et l'un d'eux a dit genre... moi je pense que j'ai la flemme. L'autre l'a regardé, il a dit moi aussi. Et du coup volontairement ils ont pas regardé les caméras de surveillance, ce qui m'a permis de pas avoir de casier judiciaire. Donc déjà personnellement j'ai pu expérimenter ça. Maintenant il y a aussi un exemple en Belgique, un peu connu parce que c'est le plus gros mouvement de résistance civile écologique Code Rouge. Et alors ce mouvement belge a été sur un chantier d'une centrale d'Engie. Et on sait que le gars d'Engie a demandé à la police d'intervenir violemment et que le commissaire lui aurait répondu « Mais vous comprenez ce qui se passe sur cette terre ?» Et on sait que les avocats, quand ils sont venus chercher le rapport, une fois que tout le monde était parti du blocage sur le chantier d'Engie, le commissaire leur a répondu « vous pouvez chercher dans les poubelles ». Donc si ce blocage s'est aussi bien passé, c'est parce qu'il y avait un soutien au sein de la police. Et maintenant, 2e question qui est peut-être même de l'ordre de l'utopie, si j'ose dire. Imaginons que tout se déroule très bien selon vos hypothèses, et je vous le souhaite. À quoi ressemblerait une action idéale selon votre méthode ? Du coup, imaginons, comme vous dites, que ça s'est déroulé un peu selon le plan. En fait, ça serait génial du coup de voir que les policiers sont moins véhéments, que plein de gens aient pu nous rejoindre
Et du coup, un de mes rêves, moi vraiment, ce que je trouverais génial, c'est qu'il y ait des personnes de tout âge et de toute origine confondue, et qu'il y ait en première ligne des enfants et des personnes âgées main dans la main qui forment une chorale pour expliquer que nous sommes venus défendre des fleurs, des papillons, des arbres, ou encore que nous sommes là pour aider des familles et des enfants. L'objectif, ce serait vraiment qu'on parvienne à montrer que nous sommes réellement une partie du peuple, prêt à prendre des risques, parfois physiques ou juridiques, pour aider d'autres personnes ou d'autres formes de vie, et que c'est vraiment quelque chose de beau, et que la police, face à des personnes âgées et des enfants, ne puisse simplement pas frapper, et que derrière l'action puisse se passer de la manière la plus pratique et tactique possible. Et c'est sur cette très belle image que nous finissons notre deuxième chapitre. Chapitre 3. Comparatif de l'efficacité stratégique des chants sur les mentalités des non-activistes. Lors d'une action manifestante, les médias sont souvent les premiers à couvrir l'événement, afin de relayer l'information au reste de la population. Monsieur Bouffon, pensez-vous que les médias jouent un rôle dans cette relation ambiguë entre manifestants, police et population ? Ah oui, pour moi c'est évident, et pour moi les médias ne sont pas neutres. Alors vraiment pour moi, tout comme les militants et la police, les médias, ils ont une stratégie pour atteindre leur objectif. Et pour moi, l'objectif des médias, il est super clair. Faire concorder l'opinion publique aux intérêts du propriétaire du média. Les médias de droite, les médias de gauche, etc. Alors, si une action ne leur plaît pas, comme on le sait, ils sélectionnent des images capables de ternir l'image des activistes afin de faire passer les activistes pour des gens qui prônent la destruction et le chaos. Alors, les cagoules, qui sont quasiment indispensables, ne nous aident pas à casser cette image. Et l'urgence de démonter des usines et de devoir parfois brutalement faire front aux forces de l'ordre ne nous aide pas non plus à avoir une image plus belle. Alors évidemment, pour ces médias-là, les chants violents et signes de haine envers la police sont pour eux du pain béni, car ils cristallisent cette image. Ils permettent de faire croire au grand public que nous sommes incontrôlables et violents. Médiatiquement, je le crains, ces chants se retournent assez facilement contre les activistes. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que les médias qui soutiennent les activistes ne montrent pas forcément ces moments où on insulte la police. Ils peuvent montrer des affrontements où les activistes ripostent, mais pas les moments où les activistes insultent la police. Donc si les médias ennemis montrent ces images et les médias alliés ne le font pas, on est en droit de se demander qui ça sert réellement. Les chants de sensibilisation, évidemment, sont l'inverse. Il est beaucoup plus difficile de retourner ces images contre les activistes. Et montrer notre vraie envie de dialogue, notre envie de raisonner, ça touche. Donc c'est d'office à notre bénéfice. Ça, j'en ai aucun doute. Et quels seraient les impacts sur la population environnante ? Alors, tout dépend du public qui écoute. Sur les convaincus, j'imagine que les chants ne changent pas grand-chose, mais si on revient à l'idée qu'une des batailles décisives des activistes est de conscientiser à leur cause celles et ceux qui ne le sont pas encore, alors les chants ont une grande importance. Mettons-nous à la place d'un centriste, par exemple. Et ça, c'est vraiment un exercice que je propose à tous les activistes, c'est de parfois visualiser les actions à la place d'un centriste. Eh bien, cette personne n'a pas forcément de problème avec la police, mais elle est soucieuse de l'environnement, des migrants, des sans-abri, des nouvelles lois qui passent, etc. Si cette personne pourrait très bien soutenir la cause de l'action en question, les médias savent très bien que le simple fait de nous voir insulter la police et lui beugler dessus peut lui faire dire « Je soutiens leur cause, mais pas ce groupe, pas cette manière de faire ». Et après nous avoir vu les insulter, si les manifestants se font frapper par la police, ils pourraient dire « Oui, mais bon, ils l'ont bien cherché ». Alors bon, je sais que c'est très dur ce que je dis, mais on sait que beaucoup de personnes disent ce genre de propos. Mais si le mouvement est en train de chanter « On fait ça pour sauver des enfants, qu'ils ne soient pas dans la rue », etc., les gens ont beaucoup plus difficile de ne pas nous soutenir. Et si la police se met à les frapper à ce moment-là, alors les gens auront davantage envie de les soutenir. Derrière nos cagoules, nous devons tout faire pour rappeler au monde que nous sommes le peuple, des gens ordinaires. Sur les blocages, les manifs, il y a des médecins, des professeurs de primaire, de secondaire, des hommes et des femmes de ménage, des artistes, des penseurs, des maçons, des boulangers. Bref, c'est vraiment la population prête à prendre des risques pour défendre des biens communs. Et c'est ça que nous devons montrer, car c'est vraiment beau. Il y a quelque chose de magnifique, et les chants peuvent l'exprimer, et casser cette image que certains médias essaient vraiment de nous imposer.
Monsieur Bouffon, merci pour ces analyses, c'était fort instructif. Et maintenant, avant de terminer, auriez-vous un dernier mot à nous dire ? Eh bien, merci de m'avoir interviewé. Et oui, je dirais un dernier petit mot. Si la police veut utiliser la violence, car c'est vraiment son atout de répression, essayons de la diminuer. Si l'État veut mettre la police contre nous, essayons de la rallier à notre cause. Si les médias veulent ternir notre image, donnons-leur un minimum de possibilités de le faire. Nous pouvons et devons essayer de nous soustraire à leur stratégie pour imposer la nôtre. Baissons leurs armes sans baisser les nôtres. Monsieur le Bouffon de BX, merci beaucoup. Alors, si vous êtes un ou une activiste, vous avez déjà probablement eu ce débat 1000 fois. Mais puisque l'un de nos objectifs est de ramener de nouvelles personnes sur les blocages et manifestations, n'hésitez pas à avoir ce débat prioritairement avec des non-activistes, pour voir quelle stratégie ils préféreraient rejoindre. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, nous vous invitons à répondre dans les commentaires à cette question. Quels avantages stratégiques les champs anti-police apportent-ils réellement ? C'était le Lucissime qui essayait de comprendre ce qu'il se passe dans la tête du Bouffon de BX.